Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. C'était encore une fois un honneur pour moi de parler devant des amis libéraux français. J'ai plutôt l'habitude de m'exprimer dans des milieux internationaux ou bien germanophones ou voilà, anglophones, etc. Donc je suis très impressionnée parce que j'ai entendu des choses absolument exceptionnelles depuis un jour et demi. Et puis, deuxième point aussi, je dois m'excuser un petit peu parce que ce que j'avais annoncé dans le petit livret ne sera pas suivi. À la suite de ce que j'ai entendu hier, j'ai décidé de réécrire cette nuit, enfin quasiment l'ensemble de ma présentation parce que je pense qu'il y a un certain nombre de points que je souhaitais faire en contrepoint, sans jeu de mots, de ce que j'ai entendu hier et de ce que vous vivez ici en France. Je dis, en gros, il existe autre chose que les régulations à la française. Il existe une autre culture économique, juridique et réglementaire. Et c'est de ça que je souhaite vous parler aujourd'hui. Donc, le sujet de la conférence, c'est culture, alors régulation de points, culture économique, juridique et réglementaire en France, en Allemagne et en Suisse. Le point de départ de mes réflexions, c'était une conférence, un très grand colloque qui a été organisé à Genève par l'Institut libéral de Zurich et de Genève l'année dernière, en septembre, donc il y a un an très exactement, en septembre 2018, et qui portait le nom, non pas regulation, mais better regulation, risks, markets and responsibility. Better regulation, c'est très important, on va voir pourquoi. Donc il ne s'agissait pas de parler de supprimer les régulations ou de critiquer de manière frontale la régulation, mais savoir comment les comprendre et comment les transformer. Ce colloque avait réuni une vingtaine d'intervenants, des acteurs issus des milieux industriels, les fédérations, la chambre de commerce, politiques, gouvernementaux suisses, des chercheurs suisses, français, anglo-saxons, indépendants, issus de think tanks, mais aussi des responsables d'organisations internationales, en particulier une personne en charge de la réforme des régulations dans le cadre de l'ONU. On est à Genève quand même. Alors, j'ai essayé de bâtir une réflexion sur la base de ce colloque. Donc, je vous conseille aussi ce petit livret qui a été publié par l'Institut libéral et qui est extrêmement intéressant. J'ai essayé de bâtir une réflexion sur nos différences de culture à la fois économique, juridique, en France, en Allemagne et en Suisse. D'après ce que j'ai entendu de vos interventions hier et des réflexions qui ont été menées par le public, les entreprises françaises expérimentent les régulations issues des pouvoirs publics comme de toute façon toujours excessives et toujours mauvaises. Pourquoi ? Parce qu'il me semble qu'elles sont associées à ces régulations, ne sont peut-être pas mauvaises en soi, mais elles sont associées à un instrument de pouvoir arbitraire qui utilise ces régulations comme des armes de destruction massive. C'est la manière dont elles sont utilisées qui est dommageable, déjà. Premier point. Alors que, il me semble, mais ceux qui ont d'autres expériences pourront contredire le sentiment que j'en ai, mais enfin, il me semble que des entreprises allemandes ou suisses intègrent davantage le risque réglementaire dans les contraintes de l'environnement de l'entreprise. Ils voient ça comme une problématique, mais à laquelle il y a une solution. Donc, il y a moins d'appels, même si les gens se plaignent, les entrepreneurs se plaignent aussi de l'inflation réglementaire, etc., mais ils n'ont pas la même attitude vis-à-vis de cette inflation. Il y a moins d'appels, si vous voulez, à la suppression des règles qu'à l'actualisation des règles devenues obsolètes. Ça, c'est un point important. En Allemagne et en Suisse, même si on proteste contre l'inflation réglementaire, on considère aussi que les régulations, d'une manière générale, la législation, les règles constitutionnelles peuvent être dommageables, mais elles sont également utiles. Elles sont là aussi pour éviter l'arbitraire du pouvoir politique. Sur le plan national et sur le plan international, promouvoir la transparence et l'homogénéisation des marchés à l'international. Donc il y a une demande de réglementation émanant
des entreprises qui veulent pénétrer de nouveaux marchés. Ça, c'est assez frappant. Par ailleurs, les règles sont parfois positives et ont été instaurées aussi par des libéraux. Je vais vous donner un exemple de règle constitutionnelle ou de loi constitutionnelle qui a eu et qui a des effets positifs assez extraordinaires. C'est la loi constitutionnelle du frein à l'endettement. C'est-à-dire que les efforts sur le budget, les économies budgétaires qui sont faites aujourd'hui en Allemagne et en Suisse sont la conséquence de cette loi constitutionnelle. Le frein à l'endettement, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif dont le but est de garantir un équilibrage des comptes sur un cycle conjoncturel complet. Ce frein à l'endettement a été adopté en Suisse en 2000 et a été mis en œuvre à partir de 2003. Il a servi de modèle pour le frein à l'endettement en vigueur à partir de 2016. Et qui l'a introduit? C'est un économiste libéral allemand qui s'appelle Lars Feld, qui est un des 7 sages qui conseillent la chancelière en Allemagne aujourd'hui, et qui a fait ses études d'économie et de droit à l'université de St. Gallen en Suisse, à Saint-Gall, et qui a reporté, appliqué le modèle suisse à l'Allemagne. Et ça fonctionne. Aujourd'hui, le taux d'endettement de l'Allemagne, c'est 60,9% du PIB. Et ils sont descendus, ils étaient aussi au-dessus de 80, 85, etc. Donc, ce respect de la loi constitutionnelle est quelque chose d'extrêmement important dans les deux pays. Pourquoi les Allemands ont-ils introduit cette loi de frein à l'endettement? Ils ont, à la suite de la réunification, ils ont explosé évidemment les limites de Maastricht. Et en 2009, ce frein à l'endettement donc, a été approuvé à la fois par le Bundestag et le Bundesrat, avec une majorité des 2/3. Et cette décision devait mener à des budgets publics sans déficit structurel, à la fois pour la fédération, pour le gouvernement fédéral, mais aussi pour les Länder, c'est-à-dire les régions, en Suisse, les cantons. Et pour ce faire, il fallait un changement constitutionnel. Le frein d'endettement est fixé par l'article 109, paragraphe 3 de la loi fondamentale. Donc, une loi constitutionnelle en Allemagne ou en Suisse, c'est quelque chose de très sérieux. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait et c'est suivi des faits. Entre-temps, les Länder allemands ont adopté le frein d'endettement dans leur constitution générale, régionale, si bien qu'aujourd'hui, vous savez, on a parlé, je pense que c'est paru dans la presse, en France, on en a un petit peu parlé, enfin, dans le Figaro, etc. On a un excédent budgétaire à la mi-2019 qui est de plus de 45 milliards, dont une partie provient des Länder et des communes en Allemagne qui étaient déficitaires de manière dramatique il y a une dizaine d'années. Donc ils sont revenus à l'équilibre parce qu'ils suivent cette règle. La règle, c'est quelque chose dans la mentalité germanique, c'est quelque chose qui vous protège du pouvoir arbitraire, du politique en fait. C'est quelque chose que tout le monde doit suivre. De la même manière d'ailleurs, ce surplus ou cet excédent budgétaire provient également de l'excédent budgétaire des caisses d'assurance maladie. Ça fait rêver. 7 milliards à la mi-2019. Les Allemands ont également se sont illustrés dans les négociations que l'Europe a menées pour le CETA, donc le traité de libre-échange avec le Canada,
dans la mesure où c'est eux qui ont négocié les questions d'arbitrage international. Parce que pour des entreprises allemandes, là encore, le fait d'avoir une juridiction internationale solide les rassure et leur ouvre les voies de l'internationalisation. Ça, c'est un élément extrêmement important. Ce n'est pas restrictif, c'est une condition sine qua non qui les aide et qui les encourage à partir à l'international. Donc, ils s'engagent dans ces questions d'arbitrage également. Sur le plan microéconomique, sur le plan des entreprises, vous avez en Allemagne, mais aussi en France, entre-temps, des multiples cabinets d'avocats spécialisés. Souvent, ce sont des Américains qui ont des filiales en Europe et qui développent une activité qu'on appelle une practice government regulation, c'est-à-dire des gens qui sont des avocats d'affaires, qui sont spécialistes dans ces problèmes de régulation gouvernementale. Donc, ils ont en France, vous avez par exemple Jones Day, qui est une entreprise d'avocats américains qui a un champ d'expertise couvrant le droit applicable aux télécoms, l'audiovisuel, au satellite et à l'Internet. Tout ça, ça s'est professionnalisé. Donc, on ne pleure pas sur les régulations, on les regarde en face, on s'informe et on essaye de les influencer, si possible également. Mais ça, c'est la Suisse, c'est ce qui se passe en Suisse. On verra plus tard dans l'exposé, et en Allemagne. Et puis, on considère, ou les entreprises allemandes ou germaniques, enfin suisses également, considèrent que finalement, ces règles ou ces régulations sont des contraintes de l'environnement juridique, mais qu'elles s'intègrent dans ce qu'on appellerait un management de crise. Il faut intégrer, on sait que si on fait du commerce avec la France, si on veut ouvrir une filiale en France, il faut être au courant de toutes ces régulations. De la même manière, si on veut exporter en Chine ou s'installer en Chine, vous avez des régulations, c'est encore pire que chez nous, c'est des règles qui changent en permanence et de manière rétroactive pour essayer de gêner justement les étrangers, les entreprises étrangères présentes sur le sol chinois. Mais les Allemands ont des armées d'avocats et d'officines qui les aident à suivre ces régulations et à les respecter. Donc ils intègrent, c'est une des raisons essentielles de leur succès énorme en Chine. Vous savez qu'aujourd'hui la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Allemagne. Donc c'est ce qu'ils appellent un risque, mais qu'ils intègrent dans leur business plan en quelque sorte, et les dépenses afférentes également à cette situation. Je reviens ça c'est l'introduction, si vous voulez, sur les questions, les cultures différentes dans nos pays plus latins, en France, et puis en Suisse et en Allemagne, ou les pays anglo-saxons aussi, dont ils sont finalement assez proches sur le plan culturel, management culturel. Je reviens à ce colloque sur Better Regulation, Risks, Markets, Responsibility. Donc le sujet du colloque, c'était celui des régulations qui pèsent sur les acteurs économiques, mais il est intéressant, la manière dont il a été traité est extrêmement intéressante. On a parlé beaucoup de l'efficacité ou de l'inefficacité des régulations, qu'il s'agirait donc moins de supprimer plutôt que d'améliorer. On a vu une réelle volonté des acteurs du monde politique et économique de coopérer. Il y avait là un représentant du ministère de l'économie, du SECO, qui a participé à nos discussions, et vous verrez, c'est ce que je garde pour la fin, il y a une conséquence tout à fait concrète de sa participation avec un scoop en décembre 2018, donc un peu plus de 2 mois après le colloque. Il y a eu des conséquences positives sur le problème de la régulation en Suisse, à la suite de ce colloque. On constate une volonté réelle des acteurs du monde politique et économique de coopérer pour viser une amélioration, une actualisation du système de régulation qui soit en phase avec la modernisation de la société. Par ailleurs, on met à des postes d'audit interne, on ne met pas les derniers crétins qui ne sont pas capables d'être ingénieurs. J'ai entendu hier, on me dit, les gens, les plus incapables dont on veut se débarrasser. C'est des gens
hyper compétents qu'on place à ces postes-là sont des postes stratégiques. On les prend au sérieux. Donc, des gens quand vous avez un problème de management de crise, ils vous sortent d'affaires, ils vous aident à vous tirer d'affaires. Et puis, vous faites appel à des officines d'avocats, etc. Tout ça, c'est professionnalisé. Bon, si on veut un petit peu orienter notre réflexion sur ce que c'est que les régulations, quel type, je vous propose en gros, c'est une réflexion personnelle ou des hypothèses personnelles, une classification en 3 types de régulation. Attention, je ne suis pas juriste. Et cette culture juridique, d'ailleurs, me manque cruellement pour travailler sur mon sujet d'étude, qui est l'ordolibéralisme. Je vous propose 3 types de régulation. Vous avez des régulations qui sont purement endogènes, c'est-à-dire internes aux entreprises et aux branches, qu'on peut appeler autorégulation. Vous avez un deuxième type de régulation qui est l'ensemble des réglementations liées à l'interventionnisme étatique, des règles qui émanent des pouvoirs publics, des lois, d'une manière générale, tout un corpus législatif ou de réglementation, etc. Et puis un troisième type qui est davantage lié au système économique qui régit le fonctionnement de la Suisse et de l'Allemagne, que j'appellerais ordolibéral, c'est-à-dire ce sont des lois ou des réglementations générales qui favorisent des lois cadres, ce qu'on appelle les conditions cadres, ça c'est un mot qui revient très souvent chez les responsables suisses et allemands, conditions cadres qui favorisent le fonctionnement satisfaisant de l'activité économique. Et il est évident que parmi ces conditions cadres se trouvent les classements internationaux de compétitivité. Vous n'avez qu'à dire à un responsable politique d'un land ou d'un canton ou fédéral que la Suisse est descendue de 2 places dans le classement international de la compétitivité, et je peux vous dire que les politiques prennent très ça au sérieux et que tout de suite on prend des mesures. Parce que c'est des choses essentielles dans cette culture d'entreprise qui est partagée d'une manière générale par les politiques dans les 2 pays. On verra pourquoi. La Suisse est un pays de haut niveau d'attractivité fiscale pour les entreprises, parce que de toute façon, elles sont très mobiles. C'est pas, il y a pas, bon, à part il y a la chimie à Bâle, bien sûr, la pharmacie, etc. Mais ce sont souvent des PME extrêmement mobiles qui brandissent assez facilement la menace de délocalisation, souvent suivie des faits. Actuellement, je dirais que l'inquiétude des entreprises suisses, elles portent moins sur l'inflation réglementaire que sur la force du franc par rapport à l'euro et les fameux taux d'intérêt négatifs. J'en viens à ce premier type. Qu'est-ce que c'est que bon, les régulations ne sont pas toujours mauvaises en tant que telles, surtout si ce sont des autorégulations. Alors, à mon avis, enfin, c'est une hypothèse que je porterai dans la discussion, je dirais que ce système de pure autorégulation ou d'autorégulation du monde de l'entreprise n'existe quasiment plus aujourd'hui. Mais il a existé. Il a existé dans le système de la Hanse des XIVe et XVIe siècles en Allemagne et Europe du Nord. La Hanse, c'était une association de marchands et d'entrepreneurs propriétaires qui ont constitué des réseaux commerciaux jusqu'en Russie, qui étaient très régulés. Je vous conseillerais, si vous en avez l'occasion, de visiter le musée de la Hanse à Lübeck. C'est fantastique, fabuleux. Et on voit comment ces entrepreneurs marchands ont pris également le contrôle politique des villes. Les marchands les entrepreneurs prennent des fonctions politiques. Et cette tradition d'engagement dans la vie politique de responsables économiques, c'est un trait fondamental qui est très présent encore aujourd'hui en Suisse comme en Allemagne. Les entrepreneurs s'engagent, et personnellement. Donc ça, évidemment, ils prennent soin de leurs intérêts de manière très personnelle. Parfois même au prix de difficultés avec leur entreprise. C'est quelque chose de très difficile de mener de front une activité politique et une activité de dirigeant.
Aujourd'hui, le problème, c'est que les autorégulations sont remises en cause à des crises économiques et financières, qui sont, comme vous le savez, ça c'est des évidences, bon, faussement attribuées aux acteurs économiques et financiers. Crise de 2008, c'est la faute de la finance et des affreux marchés financiers, etc. Ils sont rendus régulièrement responsables des crises, et puis, à cette occasion, phagocytés et brisés par les acteurs politiques. Les acteurs politiques prennent alors avantage de leur accès à la parole publique et puis endossent le rôle de sauveteur et de justicier. Donc évidemment, dans ces conditions, en particulier le monde bancaire n'a qu'une hâte, c'est de suivre et d'accepter les règles qui sont fixées, ou les règles du jeu qui sont fixées par le monde politique. C'est une espèce de cercle vicieux dans lequel on se trouve aujourd'hui. Le deuxième type, qui est le type de régulation interventionniste, que j'appellerais interventionniste évolutif. C'est un type avec domination permanente et imprévisible des pouvoirs régulants, c'est-à-dire l'État, imprévisible, éventuellement rétroactif, vous le savez, et donc très déstabilisante. Et je pense que là, vous avez un point où vous auriez un argument vis-à-vis de nos adversaires en disant « mais vous prétendez être protégé par les règles ». En fait, les règles déstabilisent un marché, puisqu'elles arrivent de manière imprévisible et parfois rétroactive. Donc elles ne protègent pas, elles déstabilisent très souvent. Autre point également, comme nous n'avons pas de principe constitutif fort, de principe, où nous ne croyons pas au principe constitutionnel. Nous avons en permanence une ingérence due à la taille excessive de l'État, bien sûr, à sa part dans le PIB. Le PIB joue, l'État joue une action prétendument stabilisante et salvatrice vis-à-vis des banques, mais en fait, elle est très, très déstabilisante. Je n'ai pas le temps de développer, on le développera peut-être dans la discussion, et elle accroît le niveau de risque pour les entreprises. Donc, les régulations ne sont pas à voir mais comme un risque environnemental d'instabilité juridique qui sont à intégrer dans les risques. C'est du risk management, ce qu'il faut faire vis-à-vis de cette législation et cette inflation réglementaire, au même titre que l'instabilité politique. Après, vous savez, quand une entreprise exporte ou veut s'établir, je ne sais pas, vous voulez faire des affaires avec l'Afghanistan, vous prenez bien sûr soin d'étudier la situation au niveau politique, l'instabilité politique, mais vous étudiez aussi le problème réglementaire, les régulations, etc. À ce moment-là, il faut faire la même chose aujourd'hui, peut-être. Alors, je pense qu'effectivement, il faut essayer, peut-être pour mieux se battre contre ce problème d'inflation réglementaire, comprendre d'où ça vient, relativiser et chercher protection, se protéger, se défendre, plutôt que de déplorer, parce que vous avez des spécialistes qui sont là et dont c'est vraiment le métier. Alors, pourquoi l'État a-t-il en France une propension naturelle à l'extension, à la domination totale des acteurs économiques et sociétaux, alors que c'est moins le cas en Suisse? Parce que l'État, c'est des choses connues, là encore, l'État est beaucoup plus petit. En Suisse, vous avez 7 ministres, 7 conseillers d'État. En Allemagne, il y en a 15. Bon. En France, on en a 21. Ce n'est pas encore très spectaculaire, c'est le niveau du nombre de fonctionnaires. Le nombre a été judicieusement rappelé tout à l'heure par Nathalie, pour redonner les chiffres. Mais voilà. Bon. Et par ailleurs, non seulement ces fonctionnaires sont pléthores, mais ils sont parfois occupés à des activités non pertinentes et en plus inefficaces. On a eu un très bon et très intéressant exposé d'un chercheur qui s'appelle, je ne pense c'est pas Christopher, je sais pas si c'est un homonyme, c'est pas Snowden, mais Snowdon. Qui a développé ce qu'on appelle, voilà, c'est Christopher Snowden, et qui a développé avec son institut en Angleterre ce qu'on appelle un Nanny State Index. Donc peut-être Mathieu Lehn parle, je crois qu'il a écrit aussi sur l'État nounou, etc. Et donc il a dû en parler dans son livre.
sur un classement des pays européens en fonction de la manière dont ils interdisaient le tabac, l'alcool, etc., etc. Bon, la France, inutile de dire, est très état nounou. La question qu'on s'est posée voici un an, c'était de savoir, mais enfin, pourquoi il n'est pas possible, il est tellement difficile, les administrations. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des résistances, évidemment, et peut-être il faut regarder les détails. Peut-être, on me disait tout à l'heure qu'au ministère GPP donne quand même des résultats intéressants. Je crois que je me garderais bien de parler de ce qui se passe en France, parce que je connais mal. Mais pourquoi, donc, c'est en général, les administrations ont une tendance inextinguible à l'extension. Et là, vous avez un économiste qui a travaillé dans les années 50 sur le sujet, avant même Public Choice, et qui s'appelle Parkinson. C'est pas du tout le même que le médecin, et qui a établi une loi qui s'appelle la Parkinson Law. Parkinson affirmait que le travail étant extensible, il n'y avait pas ou peu de relation entre un travail donné et la taille de l'équipe qui en est chargée. Premier point. Donc il n'y a aucune corrélation entre le temps passé à traiter des sujets, ou le temps qu'on a donné, qu'on doit investir dans et puis l'importance du sujet également. Il n'y a pas de connexion entre la somme du travail et le nombre d'employés déterminés à le faire. Donc l'inefficacité est récompensée en permanence. Également, les administrations publiques sont, mais aussi comme les grandes structures d'entreprise aussi, parfois les grandes entreprises sont des structures dans lesquelles l'impact des actions et des erreurs stratégiques n'est pas visible immédiatement ni imputable à une personne en particulier, ça c'est sûr. Mais ce qu'il a montré de manière mathématique, moi je ne suis pas économétriste, donc vous pouvez très bien consulter, il y a des notices sur le net très intéressantes sur cette Parkinson's Law. Le taux de création d'emplois de l'entreprise dans une administration considérée comme étant de 5,17 à 6,56% par an d'augmentation. Et il apparaît, encore une fois, comme une variable et non pas comme la somme, comme le résultat de la somme de travail efficient à fournir. Mais si on embauche, en gros, des gens supplémentaires dans l'administration, ce n'est pas pour faire un travail plus efficient, c'est pour des questions de rapport de pouvoir, pour gêner un collègue, ou on prend des subordonnés, mais on élargit comme ça le champ de son pouvoir. Le problème aussi, c'est que, et ça je dirais c'est du vécu, des vécus que j'ai personnellement expérimenté, aussi en banque, parce que j'ai travaillé quand même, je suis sortie de l'école un jour, et j'ai travaillé 3 ans en entreprise, puis à la banque, en Allemagne. Et c'était une banque française. Et il se trouvait que j'avais une collègue avec laquelle j'étais en compétition, en quelque sorte, dans un service export. Et chaque fois que je partais en vacances, quand je rentrais, elle avait pondu de nouvelles règles dont elle ne me mettait pas au courant. Et donc, je faisais la faute, parce que je ne connaissais pas les nouvelles règles qu'elle avait introduites. Et c'est un peu la même chose aussi parfois chez les collègues, à l'université, etc. Donc, on pond des règles et du coup on se fournit un travail supplémentaire où on change de système informatique, etc. Donc on donne à l'administration en permanence du travail supplémentaire. L'administration s'en donne aussi et du coup prend de plus en plus le pas sur les réunions pédagogiques dans les universités, prend de plus en plus d'ampleur. Donc ils n'ont plus assez de secrétaires parce qu'on a encore changé de système informatique, etc. Et on met tout en cohérence, il faut tout centraliser. Et donc c'est à la fois cet effet de centralisation, la volonté de pouvoir des administratifs qui produisent des règles que les autres ne comprennent pas, en particulier les enseignants. C'est au fait qu'on leur délègue effectivement de plus en plus de pouvoir. C'est un cercle vicieux étonnant.
Donc, et certainement que cette loi de Parkinson qui date de 1955 explique la difficulté des grandes structures qui sont hors marché ou en situation monopolistique à se réformer. C'est certainement le cas de l'État, c'est le cas de l'ONU, la grande organisation internationale, des grandes organisations internationales, si elles n'ont pas de pression importante de la société civile et des acteurs économiques. Donc je pense qu'il faudrait demander régulièrement des comptes sur la RGPP et voir ce qu'il en est, voir si la réforme avance. D'une manière générale, lorsque vous avez des règles qui sont exogènes, comme ça, elles sont imposées par les pouvoirs publics nationaux, mais aussi supranationaux, européens. D'une manière générale aussi, on peut dire que les pouvoirs publics ont une méfiance vis-à-vis des entreprises et de l'ensemble des citoyens considérés sans cesse comme potentiellement délinquants, car détenteurs aussi d'un pouvoir qui menace leur propre pouvoir. Donc je pense qu'il y a des questions de lutte de pouvoir en permanence, pouvoir économique, pouvoir politique, et dont il faut prendre conscience. Le politique n'est pas forcément là, surtout en France, pour accompagner l'économique, comme il l'est en Allemagne ou en Suisse. Il n'est pas au service de l'économique. Il est en situation de concurrence sur le marché, je dirais, si on peut appeler ça un marché, mais des consommateurs, mais aussi de la société civile. S'il y a un marché électoral, et puis il y a un marché de consommateurs. Donc les deux se rejoignent et il y a une situation de concurrence entre les deux pouvoirs. Il faut en avoir confiance. On ne peut pas faire confiance à un politique si on est en concurrence avec lui. Ce n'est pas possible. Donc il ne faut pas chercher une relation de confiance. Il faut se protéger, il faut se préparer. C'est une situation de guerre de tranchées en permanence dans laquelle on est particulièrement en France. Je pense qu'il faut en avoir conscience et tirer les conséquences. Et puis, un autre point aussi qui m'a interpellée, c'est que, je dirais, la prétention en France de l'État à incarner l'autorité morale. C'est sans doute en lien avec la sécularisation, avec la laïcité, avec des positionnements ou des tâches qui étaient autrefois assumées par les églises. Il faut bien sûr, dans une société, un cadre moral, etc. On ne peut pas nier. Et cette fonction morale et éthique, en Allemagne et en Suisse, est assumée encore par les églises, puisqu'elle joue un rôle essentiel. Vous avez en Allemagne une partie de l'impôt 10% de l'impôt qui part à l'Église. Si vous déclarez sur votre feuille d'impôt que vous êtes catholique, c'est les 10% part à l'Église catholique. Si vous êtes protestant, et part à l'Église évangélique. Et ça, c'est essentiel. Donc l'État ne se voit pas investi d'un sentiment de mission morale, comme il l'est en France, puisqu'il y a cette histoire de laïcité qui est un double tranchant en France. Ça explique beaucoup de choses aussi. Quand on parle de nanny state, d'État nounou, c'est parce que l'État prétend jouer le rôle finalement d'une institution religieuse. Donc ça change l'atmosphère complètement. Il n'y a pas du tout la même, on n'a pas du tout la même situation en Suisse ou encore moins en Allemagne. Alors, il y a quand même des choses qui sont encourageantes au niveau mondial vis-à-vis de cette inflation réglementaire, puisque on n'est pas les seuls en France à souffrir, bien sûr, de cette inflation réglementaire, si bien que la Banque mondiale elle-même fait un suivi régulier de ces régulations avec des classements. Et la France est plutôt assez mal placée, elle est 32e. Le premier pays en termes d'absence d'inflation réglementaire ou de bonne conduite réglementaire, c'est la Nouvelle-Zélande. Le deuxième, c'est Singapour, bien sûr. Et le troisième, de manière assez surprenante, peut-être que certains d'entre vous n'en seront pas surpris, mais c'est le Danemark. Alors, si vous connaissez le Danemark, j'aimerais bien savoir pourquoi le Danemark a une si bonne position dans ce suivi de régulation.
Alors, autre point aussi, le président actuel du World Bank Group, donc de cette banque mondiale qui est Jim Yong Kim, a manifestement polarisé l'action de la Banque mondiale sur les PME, parce qu'il est reconnu par la Banque mondiale que les PME permettent de sortir de l'extrême pauvreté. Ça, c'est un élément. Et puis, tout de même, pour donner aussi des mauvais points à la Suisse et à l'Allemagne, ils ne sont pas toujours des modèles sur tous les plans, c'est que la Suisse n'est que 38e, elle est derrière la France en termes de cost of regulation, qui coûte 1,7% du PIB, donc tout n'est pas rose non plus, et l'Allemagne, qui est 24e, c'est pas très glorieux non plus. Ils sont très performants tout de même à l'international sur le plan des exportations, mais sur le plan de l'inflation réglementaire, c'est pas non plus la panacée. Alors, quels sont les éléments qui ont été suivis pour permettre ce classement de la Banque mondiale? C'est démarrer un business, combien de temps il faut pour démarrer un business, quel papier il faut fournir, obtenir un permis de construire, un raccordement au réseau électrique. Là, on est très fort en France, je crois qu'on est numéro 2 mondial hein, pour obtenir un raccordement de réseau électrique, enregistrer les droits de propriété, obtenir des crédits. On est assez mal placé en France pour ça, ça n'étonnera personne ici. Protection des investisseurs minoritaires, les impôts bien sûr, les règles du commerce international, les contraintes douanières, les barrières tarifaires, non tarifaires, la protection des contrats et des investissements, le droit des faillites, la régulation du marché du travail et la double taxation, mais aussi les pertes en Global Corporate Income Tax pour les gouvernements. Donc ces régulations et ces éléments sont pris extrêmement au sérieux et je pense que la Suisse a été tellement vexée de ce mauvais classement qu'elle a fini par prendre des mesures tout à fait sérieuses dont je vais vous parler tout de suite. On a vu, je pense que je ne vais pas rentrer du tout dans le domaine de la compliance, de la conformité, parce que c'est un domaine très complexe et je ne suis pas juriste, encore une fois, malheureusement. On a vu, à la suite de la crise de 2008, un alignement de l'intérêt des banques sur l'intérêt des États, dont elles espéraient un filet de sécurité qui les protégerait de toute faillite, mais ça, c'est l'illusion. À partir du moment où une banque se voit attribuer le statut de banque systémique, elle peut évidemment faire n'importe quoi. Du coup, les banques, et là je le vois parce que je suis les publications de journaux bancaires allemands, en particulier qui s'appelle Die Bank, on voit les banquiers allemands sont très soucieux de collaborer, vraiment c'est de la collaboration, c'est plus que de la coopération, collaborer avec les pouvoirs publics en termes de contrôle de flux de capitaux, blanchiment d'argent, de renseignements sur les dépôts. On sait que le secret bancaire suisse a été supprimé, il n'existe plus pour les étrangers, mais il existe encore pour les Suisses. Donc ce n'est pas une bonne idée de garder son compte en Suisse sans le déclarer au fisc français, parce que de toute façon, les banques suisses vous dénoncent. Et puis, on a même un encouragement aux lanceurs d'alerte. Ça va quand même très loin. Les dénonciations. En Allemagne, vous avez une collaboration très étroite avec le fisc et le fisc est ce qui s'appelle le service d'intelligence financière à la Direction générale des douanes. Donc, cette police financière aujourd'hui n'est plus faite par l'État, elle est déléguée aux banques, aux institutions bancaires elles-mêmes. Et c'est sur ce point-là que je trouvais tout de même que le monde de l'entreprise en faisait un petit peu beaucoup, enfin, en particulier le monde bancaire pour accourir et se mettre en conformité. Ce qu'il a été déploré à l'occasion de ce colloque, ce Better Regulation, c'est le problème de l'autorité de la concurrence européenne pour le marché des high-tech. Il semblerait que les Suisses, les entreprises suisses demandent instamment une modernisation et une adaptation des régulations étatiques pour pouvoir développer le marché des high-tech. À ce colloque était présent le responsable de la surveillance des régulations du SECO, c'est-à-dire du secrétariat à l'économie, en Suisse,
Il y a eu un certain nombre de consultations interministérielles pour vérification de la cohérence des réglementations. Il y a eu des propositions de nouvelles réglementations faites par consultation à la fois des partis, des associations, des cantons, des entreprises, des études d'impact, des projets législatifs et une consultation de cet ordre-là est faite systématiquement, une étude d'impact est faite dès qu'une nouvelle législation impacte plus de 10 000 entreprises en termes de coûts administratifs. Donc ce sont des mesures extrêmement concrètes qui sont prises maintenant aujourd'hui en Suisse. Et dans l'étude d'impact, on se pose les questions suivantes. L'action gouvernementale est-elle nécessaire? Va-t-elle avoir des conséquences sur différents groupes sociaux? Quels vont être les effets sur l'économie globale? Y a-t-il des solutions alternatives? Et comment se passerait l'implémentation effective? Donc, ce sont des questions très techniques, très pointues, mais qui bordent aujourd'hui l'inflation réglementaire en Suisse. Et je vous avais annoncé donc une bonne nouvelle tout de même aussi. C'est à part le fait que, comme vous le savez, le Code du travail en Suisse, il fait 32 pages et il a une quarantaine de pages d'annexes contre 3000 pages dans le Code du travail français. Bon, les défendeurs du Code du travail français disent « bah oui, mais on y a reproduit aussi les principales jurisprudences, c'est pour ça qu'il est très gros, etc. » Bon, très bien, mais encore, je ne suis pas spécialiste de la question, mais enfin, c'est 10 fois plus de pages. Là, de la même manière que le gouvernement suisse, le gouvernement fédéral, avait introduit en 2000 un frein à l'endettement qui a été suivi des faits, quelques mois après ce colloque, le 7 décembre 2018, le Conseil fédéral a adopté le rapport qui s'appelle « Frein à la réglementation, possibilités et limites de différents modèles et approches ». Ce rapport passe en revue plusieurs modèles de frein à la réglementation et met en lumière les opportunités et les risques qu'il présente. Et en guise de conclusion, je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce rapport en extrait. Je ne vais pas dépasser mon temps, je pense que je n'ai pas encore atteint mes 45 minutes. Le rapport donne suite au postulat 15-35-21 Caroni, qui demandait d'examiner la possibilité de mettre en place un frein à la réglementation à l'échelon fédéral. Cet instrument devrait permettre de contenir l'activité réglementaire et les coûts qu'elle occasionne. Le rapport identifie 3 variantes: des mesures quantitatives, le durcissement des règles dans le cadre du processus législatif et des mesures en vue d'accroître la transparence. Une des mesures quantitatives très discutées au niveau international est la règle du one in, one out, qui prévoit la suppression d'une réglementation comparable pour chaque nouvelle réglementation. Vous ne pouvez pas introduire une nouvelle réglementation si vous n'avez pas supprimé une. Outre ces objectifs quantitatifs en matière de coûts, le durcissement des règles dans le cadre du processus législatif ou des mesures visant à accroître la transparence, par exemple des analyses d'impact de la réglementation, des mesures des coûts de la réglementation et des évaluations qui peuvent également agir comme des freins à la réglementation. Je vous laisse découvrir le rapport, il est en ligne, il est accessible et je pense qu'il pourrait là aussi faire l'objet d'une communication dans vos revues et pour prouver que c'est possible, que le frein à l'endettement, non seulement ça a été possible, mais ça marche, et le frein à la réglementation, c'est en train d'être mis en place dans ce pays, et connaissant la culture économique et la culture politique suisse, je me dirais que si c'est mis en œuvre et si ça devient une loi, comme c'est parti pour l'être, ça va marcher aussi. Je suis confiante. Je vous remercie beaucoup.